c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora, ici Télévision, Monsieur Alain Labonté, auteur, communicateur, bien connu dans le milieu de la culture québécoise. Tout en dirigeant sa boîte de communication, il se consacre à l'écriture, comme auteur de chansons et de livres. Il s'implique dans les causes sociales des impatients et du centre Filou. Il est l'auteur de Une âme et sa quincaillerie, publié chez Édito et qui lui a valu les éloges de la critique et des lecteurs. Il vient de publier tout récemment, en 2023, toujours chez Édito, son tout dernier livre, 3 saisons et un puits de lumière, et qui vient d'être nommé tout récemment coup de cœur de Renaud Bré. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Alain, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour Kamal. Ça fait plaisir de vous recevoir. Bon, écoutez, on va parler de tout, mais surtout du tout dernier, 3 saisons, un puits de lumière. Mais avant ça, on va regarder ce reportage fait à l'occasion du lancement du livre d'Alain Labonté à la librairie Gallimard. On vous remercie. Alors ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora, ici Télévision. On se trouve présentement à la librairie Gallimard sur l'avenue Saint-Laurent à l'occasion du lancement du livre d'Alain Labonté, 3 saisons et un puits de lumière, un titre très fort. C'est le 2e livre de Alain Labonté. C'est un plaisir d'être là présent. Alors il est présentement avec nous en cette occasion. Bonjour Alain. Bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Ça fait plaisir d'être là, d'autant plus que c'est votre 2e roman. 3 saisons et un puits de lumière, un titre très fort, très symbolique. C'est quoi la symbolique, justement? Bien, en fait, c'est la suite de mon premier ouvrage qui s'intitule Une âme et sa quincaillerie. Peut-être que je peux débuter comme ça. Une âme et sa quincaillerie, on retrouve 3 chapitres. Donc, il y a ma mère. On revisite la vie de ma mère à travers sa maladie mentale. Le 2e, c'est mon père. Donc, on revisite la vie de mon père à travers ses 3 derniers mois d'existence où je l'ai accompagné. Et le dernier chapitre, c'est la quarantaine, le silence qui occupe. Donc, mon regard sur l'existence par rapport à ce que j'ai reçu de mes parents. Et 3 saisons et un peu de lumière, je reprends où j'ai laissé. Donc, au moment où mon père est décédé, ma mère s'est retrouvée seule et bébé Lou est venu au monde. Et c'est les 3 saisons. Ma mère est à l'hiver de sa vie, bébé Lou est au printemps de sa vie et moi, je suis à mon automne. Et le puits de lumière, en fait, c'est qu'il y a un court chapitre, c'est que le silence est un puits de lumière. Pour moi, pour me recentrer, si on veut, dans la vie, je dois me retrouver dans la solitude, une solitude que je choisis, bien entendu, qui ne m'est pas imposée. Mais bon, on sait que le silence peut être tonitruant, peut être bouleversant, peut être doux, peut être tendre. Donc, mais il faut passer à travers ces étapes-là pour se rendre jusqu'à soi. Toujours avec des lecteurs et des passionnés du livre. On est encore avec un autre invité qui vient d'acheter justement le livre. Permettez-moi de le montrer. 3 saisons et un puits de lumière d'Alain Labonté. Le 11 avril, justement. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous venez d'acheter le livre d'Alain Labonté. Est-ce que c'est votre première lecture? C'est ma première lecture, mais pas de Alain Labonté. J'avais déjà acheté le quincailler et tout. L'âme en quincaillerie. Et j'avais apprécié beaucoup. Ensuite, moi aussi, j'aime les hommes qu'il avait fait avec M. Boulris, Simon Boulris, que j'avais adoré aussi. Alors, c'est ça, c'est une continuité. Parce qu'il écrit très bien. Puis c'est quelqu'un que je connais aussi depuis très longtemps. Alors, je vois un peu l'évolution et ses sentiments en rapport avec la lecture. Très bien. Qu'est-ce que vous aimez dans les romans ou de la littérature, justement, de Alain Labonté? C'est souvent axé sur, je vous dirais, la maladie mentale, le ressentiment que chaque personne peut avoir est très, très à fleur de peau en rapport avec ce que les gens ressentent, ce qu'ils peuvent vivre ou quoi que ce soit. Il est sensible à ça, puis ça se reflète dans ses livres. Oui, exactement. Et puis, on parle d'une fusion entre la communication et la littérature, parce qu'Alain Labonté aussi, c'est un certain nombre de communications. Est-ce que vous croyez à une belle fusion, une extraordinaire fusion entre la communication et la littérature? Oui, absolument. L'un ne va pas sans l'autre. Ça prend de la communication. Ils se complètent. Ça se complète. Alors, on est avec Olivier, l'un des responsables de la librairie Gallimard. Quand on dit Gallimard, bon, c'est un grand nom dans le domaine de l'édition. Alors, Olivier, bonjour. Bonjour. Vous faites beaucoup de lancements, vous organisez beaucoup de lancements. Votre pressentiment aujourd'hui avec Alain Labonté, qui est un homme de communication et un auteur aussi?
Ben, le sentiment, c'est que M. Labonté est très bien entouré et connaît des gens de qualité. Parce que nous, en fait, on fait des lancements parce qu'on veut être aussi un lieu culturel, pas simplement un lieu où on vend des choses. On veut être un lieu de rassemblement, on veut que ça bouillonne, puis que M. Labonté, ben, c'est exactement ça qui se passe. On risque de voir quelques célébrités ce soir. C'est rare en plus qu'on fait ça. Normalement, on commence plus tard, mais là, il a fallu étendre de beaucoup la période pour que tous les gens qui connaissent M. Labonté puissent venir sans que ça soit complètement un goulot d'étranglement. Fait qu'on est super contents. Excellent. Alors, je disais au début, en parlant de Gallimard, c'est un grand nom. Là, on parle de la librairie qui est sur l'avenue Saint-Laurent, qui est à Montréal. Ce sont des lancements qui se déroulent tout au long de l'année, justement. Est-ce que vous avez une programmation? Est-ce que c'est spontané? Ben, on n'a pas de programmation a priori. En fait, ce qu'on fait, c'est que nous, on fait du démarchage auprès des maisons d'édition avec qui on a envie de s'associer ou des livres qu'on a envie de lancer parce qu'on se sent des affinités avec cet auteur ou tel livre. Mais souvent, c'est les maisons d'édition qui nous approchent parce qu'ils ont envie de venir chez Gallimard. Ils ont envie de notre convivialité. Aussi, on est une librairie de fond. On a plus de 22 000 livres. Fait qu'on défend toutes les littératures, la littérature du monde. Fait que, mais les lancements, c'est pas toute l'année. On arrête pour la période d'été parce que là, l'été, c'est les ventes de trottoirs, c'est le tourisme. Et ça fait partie intégrante de la mission de la librairie, faire des lancements. Mais en plus, les gens, ils viennent ici, puis ils se rendent compte que notre librairie est comme ça, alors qu'ils s'imaginaient qu'on vendait peut-être juste du Gallimard. Alors qu'on est comme une librairie indépendante, on a de la diversité, avec un bel accent aussi sur la littérature québécoise et sur les essais, évidemment. Fait que, voilà. Excellent. Alors, merci beaucoup et vive les livres. Vive les livres. Merci. Vous aimez beaucoup lire, Alain Labonté? Ben, c'est-à-dire, je suis pas un gros... Non. Mais ce que lui fait, ça m'attire. Comme je dis, il est impliqué dans tout le côté du bien-être des gens, où les gens ont besoin d'être à l'écoute de la vie dans la simplicité, où lui, il partage cette joie de vivre. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, on est avec une autre lectrice de Alain Labonté, qui est en possession justement du roman « 3 saisons et un puits de lumière ». Bonjour madame. Bonjour. Alors, est-ce que c'est votre première ou deuxième lecture du livre d'Alain Labonté? C'est quelques lectures de M. Labonté. C'est quelques lectures. Est-ce que vous avez lu son premier? Lequel des premiers? Parce que tous semblent être des premiers. Hein? Une âme et sa quincaillerie. Je ne l'ai pas lu au complet. Ça, Okay. je dois l'avouer. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré justement pour venir vous présenter justement à ce lancement-là? Bien, Alain, déjà, avec ses titres très punch, 3 saisons et un puits de lumière, mais je pense qu'il est les 4 saisons et la lumière lui-même. Alors, pour moi, Alain, avec son écriture, nous plonge dans son univers et puis il y a toujours une façon très imagée. On est capable de se faire notre cinéma en le lisant. Alors, j'apprécie beaucoup, beaucoup ses écrits. Merci beaucoup. Merci à vous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici, Télévision. Alors, on va parler avec notre invité, Alain Labonté, de son livre récemment paru, 3 saisons, un puits de lumière. Bon, un titre très symbolique, très fort. Un récit fascinant que j'ai eu plaisir de lire, justement, avec une charge émotionnelle, beaucoup d'émotions. Je l'ai senti comme un hommage à votre mère. Puis, il y avait beaucoup de thématiques, surtout la thématique de déménager ses parents, sa maman, dans une résidence et donc placer un parent. Comment est-ce que vous voyez ça, justement, Alain? Bien, en fait, moi, j'ai vécu ce que c'était que d'accueillir des grands-parents vieillissants à la maison, à l'époque où on avait une ferme. Donc, le sens de la famille, Oui. c'était très important. Et aujourd'hui, des années plus tard, des générations plus tard, ce ne sont plus les mêmes modèles, ce sont d'autres réalités. Souvent, comme moi, je n'étais pas dans la même ville déjà. J'ai un de mes frères qui est au Canada, dans le Canada anglais et tout. Donc, ça ne suffit pas d'aimer les gens. Ça ne suffit pas. Et ça prend un logis, ça prend un emplacement géographique très rapproché. Bon, il y a plusieurs équations. Donc, quand est arrivé ce moment-là, moi, j'ai trouvé ça difficile parce que je me disais, pour tout ce que ma mère m'a donné, il me semble que je n'arrive pas à donner ce que moi, je voudrais pour lui offrir le meilleur. Donc, C'est pas toujours complet non.
Mais aujourd'hui, ce qui me réjouit, c'est de voir qu'elle est heureuse où elle est. Et quand elle quitte cette résidence pour venir soit manger chez moi, à peine elle a mangé, puis elle me dit « Ah, on n'ira pas trop tard. Hein? » Donc, tant mieux. Je me suis heureuse là, c'est super. Il y a des citations qui sont originales. Là, il faut le dire, là, dans votre livre. Page 26, en parlant à votre mère, justement, OK. on sent un attachement, une passion forte, décrite avec un style éminemment poétique. Vous dites dans ce passage, pour s'occuper de quelqu'un, il faut certes une grande disponibilité, une présence active, mais aussi une bonne santé des ressources et un domicile. L'amour ne suffit pas. L'absence d'un seul de ces éléments peut contrecarrer les plus nobles intentions. En quoi l'amour, justement, vous a aidé à surmonter certaines épreuves? Et l'amour filial aussi. Bien, en fait, je crois qu'à l'intérieur de l'amour, il y a toujours l'intention de faire mieux, d'être meilleur. Donc, même si l'équation qui se produit devant nous n'est pas nécessairement celle dont on souhaitait, on sait à l'intérieur de nous qu'on a fait ce qu'il fallait et ce qu'on pouvait. Ouais. Moi, je pense que l'amour, c'est ça aussi. Il faut accepter ces choses-là. Oui. L'acceptation. Oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond. Oui. L'acceptation, c'est déjà un argument essentiel pour passer à autre chose. Il faut, parce que sinon on fait du surplace, il faut avancer. Oui, exactement. Il y a plein d'illustrations dans ce livre aussi. Est-ce que c'est vous qui les avez faites? Non, pas du tout. Okay. Moi, je travaille avec les Impatients, un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des problématiques de santé mentale et qui font des ateliers de création. Et à chaque fois que je fais un livre, je demande aux Impatients, je leur donne des thématiques. S'ils accepteraient, bien entendu, de les illustrer. Il y a des thématiques spéciales. C'est très naturel, c'est très spontané. C'est magnifique. C'est magnifique comme celui-là, par exemple. Vous savez ce que les Impatients font, que ce soit lorsqu'ils écrivent ou qu'ils peignent, c'est un geste qui est direct, c'est comme un cri du cœur, donc c'est inévitablement, ça vient nous toucher. Oui, exactement. Bon. Vous dites dans ce livre, il faut impérativement donner le meilleur de nous-mêmes à nos mères, voire aux parents. De manière générale. Là. Ben, tout le monde. Hein? Nous qui semblons avoir réponse à tout. Ben oui, c'est prétentieux un peu les êtres humains, là, il faut le dire. Mais la question des aidants naturels se pose ici, Alain, et leur rôle et leur impact aussi dans l'épanouissement et dans le bien-être de nos parents, de nos mères, de nos pères. Comment est-ce que vous voyez la situation des aidants naturels au Québec? Bien, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas les ressources qu'il faut pour être dans la capacité de bien accompagner les autres. Et ne serait-ce que, bon, au niveau de la rémunération aussi, c'est pas vraiment reconnu non plus. Et accompagner quelqu'un qui a besoin d'assistance, c'est très demandant. Moi, je prends juste les moments où ma mère a fait des dépressions profondes. On est 5 enfants chez nous. Et on se relayait, on se faisait des horaires, mais on a notre travail aussi. Et je dois vous avouer que c'était épuisant. Oui. Et j'espère que ça bougera davantage au Québec parce que je pense que de toute façon, s'il y avait des politiques de placer pour les aidants naturels, ça désengorgerait des hôpitaux, bien d'autres lieux, et de payer des gens qui donneraient de leur temps à ces gens-là, ils vont sauver de l'argent. De toute façon. Exactement. Donc, souhaitons qu'il se passe quelque chose très bientôt. Très bien. La nature est présente dans ce livre. Beaucoup aimé ce passage. Bébé loup. Bébé loup qui voudrait être garde forestier en écoutant le conte du colibri. Ouais. Afin de protéger le colibri, puis la nature occupe une place importante de votre... je veux dire, de votre vie dans le récit. Quel message devrait-on être capable de recevoir de la nature et de l'assimiler, justement? Bien, écoutez, je dis clairement dans le livre que quand on est dans la nature, dans le silence, et qu'on s'ouvre les yeux, il y a un spectacle qui se joue à chaque fois. On n'a pas à chercher nulle part ailleurs. On n'a pas besoin de montagnes russes, on n'a pas besoin de rien. Dans la nature, il y a le moment présent, d'une part. Quand on est moi, ça fait des années que je vais dans le désert, dans les déserts, que je fais des retraites silencieuses dans des abbayes. Dans le Sahara. Oui, entre autres. Et j'ai toujours remarqué qu'après 48 heures de silence, on s'entend respirer.
Sinon, on C'est magnifique. Oui, mais déjà de s'entendre respirer, c'est qu'on est dans le moment présent et on est avec nous et on est en connexion. Exact. Donc la nature, pour moi, c'est ça ça fait partie des beautés de la nature, en fait, quand on décide d'y entrer. Oui. Puis je relève ces métaphores dans les titres du livre. Le silence est un puits de lumière. C'est un puits de lumière. C'est extrêmement profond. Un puits de lumière, là, ça peut être pas autre chose qu'un puits de lumière, mais pas un puits de ténèbres, là, parce que le silence, en rentrant, en sondant à l'intérieur, là, on trouve des affaires extraordinaires, des bijoux, des perles, mais de la lumière dans le fond. Mm-hmm. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Labonté, écrivain et communicateur. On va continuer la conversation avec lui parce qu'on parle surtout de son tout dernier 3 saisons, un puits de lumière, qui est en quelque sorte la continuité de celui-là. Hein? Une âme et sa quincaillerie. Le premier d'Alain Labonté. On va continuer, mais cette fois, si vous le voulez bien, un extrait de ce livre. Je vous en prie, c'est à votre choix. J'ai choisi un court extrait du premier chapitre, L'hiver, donc qui parle de ma mère. Quand j'y pense, ma mère est peut-être votre mère. Elle est possiblement votre voisine. Il se pourrait même qu'elle soit l'une de vos amies. Ma mère est celle qui vous a enseigné à lasser vos souliers et à écrire en lettres attachées quand vous avez fait vos premiers pas vers les bancs de l'école. Elle vous a guidé, encouragé et complimenté. Elle a fait des bouts de chemin avec vous, des segments de vie, peut-être parfois petits dans l'œil de la mémoire, mais si importants sur le plancher du cœur. À cette même époque, avec son sourire de Mona Lisa et ses douces paroles, ma mère a enjolivé vos jours de repos en vous accueillant à la base plein air Carrefour de l'avenir. Du matin au soir, elle a rempli vos assiettes de bons mets, de recettes puisées de son enfance. Elle vous servait, puis vous desservait en vous disant « À plus tard, prends soin de toi ». Un jour, elle a même annulé des vacances qu'elle voulait prendre pour une rare fois en plus de 40 ans de travail pour organiser une soupe populaire lorsque le verglas s'est abattu sur le Québec en janvier 1998. Ayant rarement pris le train ou l'avion, ma mère a voyagé le plus souvent par l'intermédiaire des élans de son infinie tendresse. Elle a ainsi fait le tour du monde en mettant ses bras autour de vous. Eh bien voilà. Il est magnifique ce rôle. Il est magnifique ce rôle de nos mères et des mères. Ah oui. Non seulement dans la société, mais dans l'épanouissement de l'être humain. Tout à fait. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, la femme est tellement inspirante. On a beaucoup à apprendre des femmes, énormément, parce qu'elles sont vaillantes, elles sont bienveillantes, elles se donnent, elles sont toujours en deuxième position, elles laissent l'enfant devant, elles laissent souvent la marmaille, l'époux, la famille, mais c'est le don de soi, ça, à chaque fois. Oui. C'est de pouvoir donner aussi, exactement. Je pense que, justement, cet épanouissement au sein de la société et du rôle des mères, est-ce qu'il est perçu de la même façon? Parce qu'on a l'impression que les gens ne s'occupent plus de leur maman ou de leur père comme avant. Ouais. Est-ce que ce pressentiment, ou sinon, est-ce qu'il est présent dans nos sociétés matérialistes, je dirais, contemporaines? Je parle pour moi. Okay. J'ai l'impression que les rôles, autant masculins que féminins, ont été figés pendant bien des années. Voilà. Comme si ça se faisait comme ça, d'accoucher, de lever. C'était leur rôle. Mais quand on s'arrête 2 secondes, la vie d'une femme, c'est d'une exigence sans nom. Parce que elles sont les premières levées, elles sont les dernières couchées. Il faut qu'elles soient belles, soient gentilles, soient performantes. Il faut qu'elles soient tout sur toute la ligne. Et ça, quand on s'y arrête un peu, non, c'est pas quelque chose de naturel. Oui. C'est quelque chose qu'elles apprennent. C'est comme je dis dans le livre, à un moment donné, les femmes, à un moment donné, elles deviennent couturières, magiciennes, taxi driver, elles deviennent tout. Mais elles apprennent tout au fur et à mesure, et elles le font. Exactement. C'est ce qui est extraordinaire. Et je pense qu'il faut passer, je ne sais pas c'est qui l'a dit, peut-être Molière dans une de ses pièces théâtre, il faut passer par l'école des femmes. Ah oui, tout à fait. C'est parce qu'avec elles qu'on se raffermit, etc. Justement, oui. Alain, à 84 ans,
Le secret de votre mère, c'est celui-là. C'est comme un credo, là. Aimer et donner. Est-ce que vous en faites votre secret aussi, pour ce credo-là? Bien, c'est sûr que j'ai eu des modèles extraordinaires en ce qui est de donner, d'être bienveillant et tout ça. J'ose espérer que j'en ai retenu quelque chose. Souvent, lorsque j'accorde des entrevues, je dis que ma valeur en tant qu'individu, je la prends dans ce que je donne. Et pour moi, je me dis, bon, on est ici sur Terre, je ne peux pas rester dans mon coin à rien faire, d'autant plus que je suis en santé, j'ai un travail, j'aime la vie. Exact. Donc, étant conscient de ça, j'ai une responsabilité de donner la main à ceux qui en ont peut-être besoin. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, on en parlait justement, que le don de soi, c'est un secret, c'est peut-être le tremplin vers le bonheur complet, là. Je suis convaincu. Quand on donne pas, là, quand on est avare, là, regarde, C'est vrai. il faut être de bonne foi aussi, hein, pour pouvoir aller de l'avant avec le don de soi, avec le don de manière générale. J'aimerais qu'on parle de la bonté communication, Bien sûr. si vous permettez. Cette belle fusion entre écrire et communiquer. Alors, on avait parlé avant de cette fusion entre la communication et l'écriture. À quel point la communication peut-elle contribuer à vous donner l'envie de continuer d'écrire? Bonne question. En fait, ce sont deux choses que j'ai toujours vues distinctes. En ce sens que j'ai commencé à écrire avant d'être dans la communication. OK. Parce que j'ai déjà été jeune, je ne vous l'avais pas dit. J'ai J'ai commencé à écrire des chansons dans la vingtaine et tout ça. Et après, bon, j'ai eu mon bureau et tout. C'est sûr que d'être dans les communications, bon, on rédige des communiqués, d'être capable de faire des phrases qui ont du punch, court. Oui. Bon, il est clair que un peut aller avec l'autre, mais les intentions sont très différentes. Tandis que dans l'écriture d'un livre, c'est vraiment puiser au fond de soi, l'importance de dépouiller chaque mot. Oui. Je dirais que quand j'écris, moi, je compare ça un peu à faire comme un mandala. C'est un travail de moine. Oui, c'est un travail de recherche. Et de relire. Exactement. Et des fois, le petit mot. Je me souviens, dans Une âme et sa quincaillerie, je cherchais une phrase ou deux pour décrire ma mère. Je ne voulais pas écrire un chapitre, je voulais une phrase ou deux. Mais c'est pas si simple que ça. Et j'avais trouvé, quand on me demande ce que ma mère fait dans la vie, je réponds qu'elle donne. Et que le reste du temps, elle cherche à qui donner. Et bien voilà. C'est ça. Ben voilà, ça finit très bien l'émission parce que c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est un plaisir de vous avoir reçu, Alain. Merci à vous de m'avoir invité. Merci d'avoir été avec nous. On va rappeler les livres d'Alain. Une âme et sa quincaillerie, puis 3 saisons et un puits de lumière. Coup de cœur de Renaud Bré. Il ne faut pas l'oublier, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.